Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis product manager en France et aujourd'hui, je vais vous parler en fait de toutes les possibilités qu'on a autour de la base de données 23 AI sur l'aspect document JSON. Je vais partager mon écran. Euh, voilà. Est-ce que vous voyez tout? Oui, je pense que c'est bon. Ok, très bien, merci. Alors, Euh, juste avant de commencer, j'aime toujours rappeler un peu l'histoire, d'où viennent les données JSON et notamment l'histoire autour des bases de données hiérarchiques et qui en fait existent depuis les années 60-70 et qui ont été créées initialement pour permettre de créer un catalogue pour construire la première fusée qui allait se poser sur la Lune et grâce à la première base de données en fait hiérarchique. Donc par la suite, IBM a développé IMS, qui a été très très populaire. Et puis quelques temps plus tard, on a le fameux papier sur la droite d'Edgar F. Code, qui nous a voilà, fourni en fait les bases du langage SQL, mais aussi et surtout du modèle relationnel. Et en fait, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, et c'est ce que j'aime rappeler ici, c'est que quand on traite en fait de données hiérarchiques, donc par exemple JSON, mais XML aussi, ou YAML, hein, c'est la même chose, en fait, on a ce modèle relationnel qui était avant tout conçu pour éviter les problématiques associées à ces données, à ces fameuses données hiérarchiques. Qui en fait, et pour le souligner, fait que le schéma représentant les données en fait fait partie non pas de la base de données, mais du code applicatif. Et donc dès que je veux changer quelque chose, eh bien le code applicatif doit évoluer. Et donc par la suite, il y a des bases de données très populaires qui sont arrivées, le système R, Ingress, donc l'ancêtre de PostgreSQL, et puis bien sûr la base Oracle qui est arrivée. Donc si on accélère un tout petit peu le temps, et qu'on arrive très rapidement dans les années 2025 aujourd'hui. Et si on regarde en fait comment les applications aujourd'hui sont construites, donc sur de multiples tiers pour la plupart, et avec des composants du style front-end, back-end, beaucoup d'API, d'API externes aussi, des bases de données, et puis on parlera aussi un petit peu de stockage. Et en fait, chacun de ces tiers aujourd'hui va devoir en fait traiter les données autour du document JSON potentiellement. Hein, parfois c'est du relationnel, mais quand on va vouloir vraiment se focaliser sur de la donnée purement JSON, on va se rendre compte qu'en fait, on va devoir avoir certains tiers qui vont être spécialisés. Par exemple, le front-end, bon, il va accepter les données en entrée des utilisateurs, il va valider ses propres données et ensuite utiliser des API fournis par les backends pour pouvoir interopérer avec d'autres utilisateurs au travers d'une base de données de cette couche de persistance. Ensuite, on a ce fameux backend qui, lui, expose des API, qui utilise les données JSON, donc qui va revalider les données, hein, c'est une bonne pratique, et ensuite appliquer des règles métiers, éventuellement transformer les données JSON, puis les persister dans ces fameuses bases de données. Côté base de données, on a des aspects un peu pratico-pratiques du style est-ce que je choisis de stocker mes données JSON au format texte, donc UTF-8, hein, selon le standard, ou binaire, pour avoir des améliorations côté performance, avec certains compromis à réaliser parfois. Par exemple, je pense à l'ordre des champs qui ne sont pas nécessairement maintenus sur ces formats binaires. Euh, Grosse tâche également de revalider les données, toujours sur cet aspect intégrité, consistance. Et puis, bien sûr, forcément, gérer les aspects performance autour des index et des requêtes. Puis enfin arrive le stockage, où là, on va avoir les fichiers avec les données JSON. On va devoir potentiellement gérer la compression et le chiffrement pour la sécurité, et puis d'autres aspects comme l'archivage, etc., ou les backups. Donc chaque tiers, en fait, va vraiment avoir va voir passer toutes ces données JSON et on voit très rapidement qu'il y a des technologies qui existent dans différents et différents langages qui sont plutôt aujourd'hui vus sur certains tiers. C'est pas 100% vrai, mais voilà, on va dire c'est 80-20. Aujourd'hui, les front-ends sont beaucoup ils sont développés avec du Node.js, JavaScript, TypeScript, même si on voit d'autres front-ends qui arrivent sur le marché. Sans parler de PHP historiquement très fort à ce niveau-là. Euh, et côté back-end, on est plus sur du langage objet assez conséquent. Donc, pas que JavaScript et TypeScript, mais Java est là, C Sharp, Python.
Et là, on a aussi des frameworks ou des ODM, donc Object Data Mapper, qui peuvent arriver. Donc, j'en cite un, par exemple, dans le monde Node.js et Mongoose. Et on passe à la base de données avec effectivement encore d'autres aspects. Et là, vous voyez commencer à voir apparaître quelque chose autour de cette validation des données qui s'appelle les schémas JSON. Donc, il y a un standard aujourd'hui. Et vous voyez qu'il est en fait amené à être vu au sein de tous ces tiers. Donc j'en parlerai pas mal par la suite, notamment autour de démos. Mais pour rappeler aussi que, bon, on en a parlé tout aujourd'hui, cette base de données convergée, Oracle, donc il y a d'autres data models qui existent et il y a d'autres possibilités effectives. Donc on en parlera ici, aussi un petit peu. Côté stockage, voilà, c'est pas trop différent. Encore une fois, ce choix entre la persistance, texte ou binaire. Donc aujourd'hui, on va parler dans cette session essentiellement de qu'est-ce que l'écosystème Oracle Database 23 AI peut fournir pour adresser tous les challenges qu'on peut rencontrer autour de ce type de données JSON. Donc, si tout se passe bien, on va voir tout ça aujourd'hui. Ça va être un peu chargé, mais voilà, on a eu déjà pas mal de choses de couvertes aujourd'hui, donc je vais pas essayer de pas trop répéter. Et ce qui est bien aussi de rappeler, c'est, on en a parlé légèrement ce matin, mais voilà, le JSON, on le supporte depuis 2014. Il y a eu énormément d'évolutions, beaucoup dernièrement, notamment autour de la 19C, la 21C, des nouveaux types d'index, le fameux type de données JSON natif. Euh, et puis en 23AI, c'est surtout les vues duales, ou duality views en anglais, les collections JSON natives, les schémas, on en reparlera, les procédures stockées en JavaScript, on en a vu un peu ce matin. L'aspect performance, c'est pas que. Voilà, trois petits points, c'est vraiment énormément de choses qui arrivent. Et puis pour ceux qui ont déjà un peu essayé cette nouvelle version, euh, en font des release updates, en fait, on continue d'apporter des nouveautés. Donc à peu près tous les 3 mois ou tous les mois quand on est dans le monde Autonomous Database. Donc, si on regarde un petit peu justement avec cette base autonome, et si on se projette finalement dans un contexte ou un écosystème un peu plus Oracle, donc j'ai représenté ici en rouge ce qu'on allait pouvoir apporter comme composant ou comme fonctionnalité. Donc, côté front-end, ça ne va pas trop se modifier, mais on va voir qu'encore une fois, les schémas JSON vont avoir leur importance. Côté back-end, là, il y a quelque chose qui est assez pas forcément unique. Il y a d'autres bases de données qui le proposent. Enfin, j'en connais une seule en fait autre qui le propose, mais c'est cette capacité en fait à pouvoir avoir des documents encodés au format binaire également dans le back-end. Donc j'en parlerai également, je ferai une aparté, un slide là-dessus. Et puis côté base de données, c'est ce fameux format JSON natif, donc qui permet d'avoir un encodage binaire, mais aussi avec au travers des JSON Duality View, de pouvoir stocker nos documents JSON, mais sous forme de modèle relationnel. On a parlé sur JavaScript, les User-Defined Functions, procédures stockées. De rappeler que ce fameux langage SQL, donc dans sa dernière version qui date de 2023, ou plutôt de l'année dernière, juin 2024 ou 2023, il y a 2 ans, voilà, déjà. En fait, il est disponible. Et donc, il offre un ensemble assez conséquent de fonctionnalités, notamment de fonctions JSON, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et côté indexation, voilà, on n'est pas à la traîne. Et encore une fois, le support de nombreux modèles de données également, donc pour pouvoir faire par exemple des jointures entre du relationnel, du XML, du JSON, et voilà, laisser la liberté en fait aux développeurs. Enfin, côté stockage, on verra une particularité dont on parle pas souvent, et pourtant il y a pas mal de choses voilà, il y a des choses qui sont automatiquement bénéfiques pour les utilisateurs des bases de données Oracle, notamment sur les plateformes Autonomous. C'est de pouvoir en fait transférer du traitement de la base de données sur les cellules de stockage des infrastructures concernant les documents JSON. Donc là, on verra un slide aussi là-dessus. Alors, aujourd'hui, tout est intelligence artificielle, donc je ne pouvais pas commencer cette session sans vous parler du fameux Select AI. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais comme l'a dit un peu Marc tout à l'heure, voilà un exemple de cas d'usage assez sympa où en fait, eh bien, on peut déposer sur un bucket dans OCI Object Storage, par exemple, la documentation qui tourne autour du JSON dans la base Oracle, donc tous les PDF, par exemple.
Et ensuite, eh bien, tout simplement commencer à discuter avec sa base de données autour de Select AI Narrat et poser des questions. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un schéma JSON? Donc là, il faut activer un profil. Qu'est-ce qu'un schéma JSON? Eh bien, c'est tout simplement hop, cette définition-là. Et ce que j'adore, c'est surtout qu'on a les sources. Donc, on sait que cette définition, en fait, provient de ce document sur l'object storage. On pourrait se poser la question aussi, alors là, une autre façon d'appeler du Select AI, donc plus par la partie un peu PLSQL, plus programmatique aussi. En fait, c'est une autre approche, mais voilà, c'est intéressant, ça peut être pratique. Et donc, est-ce qu'il est possible de migrer de MongoDB vers Oracle? Eh bien, selon, encore une fois, les sources sont citées, selon la documentation de l'Oracle Database API for MongoDB, c'est tout à fait possible. Voilà, et on a des exemples, quels outils utiliser, etc., etc. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais vous voyez un petit peu l'idée. Et donc, eh bien, en fait, rechercher de l'information, apprendre, monter en compétence sur certaines fonctionnalités, voilà, ça peut être vraiment un cas d'usage très pratique. Je continue sur, donc si on regarde vraiment sur les aspects de stockage, voilà. Comment est-ce que je vais pouvoir commencer à travailler avec des données JSON, notamment avec les dernières fonctionnalités. Euh, donc là, on a une présentation de différents aspects sur les versions, de comment est-ce que je peux créer, par exemple, des collections natives ici, donc Create JSON Collection Table Products. Et là, en fait, automatiquement, on va avoir une table qui va être créée avec plusieurs colonnes, certaines qui vont être masquées par défaut, mais qui vont pouvoir avoir, par exemple, le stockage de données, donc sans avoir à voilà, apprendre une syntaxe qui peut être plus ou moins compliquée, en tout cas en comparaison de ce qu'on avait en bas en 12C et plus, et qui continue aussi d'exister au travers de notamment le type blob. Là, c'est extrêmement simple. D'accord? Donc, c'est les bonnes pratiques. On est sur un aspect collection. C'est vraiment ce que l'on prône aujourd'hui. Et en fait, on voit notamment que on peut spécifier, par exemple, rajouter des contraintes sur qu'est-ce qu'on peut stocker dans cette collection, dans la colonne data. Ici, des objets, mais ça pourrait être des scalaires, ça pourrait être des arrays. Et on pourrait faire un mix en séparant par les virgules. Côté RSID, en fait, c'est la primary key. D'accord? Et donc ici, en fait, on va aller chercher la valeur du champ underscore ID s'il est présent dans le document, si on va le générer avec une fonction autour de UUID. De rappeler qu'on est sur ce format OSON, donc créé au pour Oracle, hein, et c'est donc le format spécialisé pour encoder en binaire pour les bases de données, pour vraiment optimiser pour du traitement database les données JSON. Donc on est sur une taille maximale après encodage de 32 mégaoctets. Un point particulier sur le stockage, on peut compresser. Donc le format Ozone apporte déjà pas mal de choses côté compression, mais on peut en fait compresser encore plus si on veut, donc au travers de ses capacités. Donc à noter qu'il faut utiliser cette fois-ci l'option Advanced Compression et que voilà, les gains peuvent être x2, x4, mais ça dépend vraiment des données, en fait, j'ai envie de dire. Ce qu'on va préconiser, c'est plutôt l'algorithme Medium, qui va être un bon compromis entre l'impact sur les requêtes et les gains de stockage associés. Le, le type JSON aussi, donc de la même manière, en fait, c'est la même syntaxe si jamais on veut directement utiliser les colonnes dans une table plus classique. Et puis, bah, pour tout ce qui est blob, même combat, hein, c'est une syntaxe qui est assez similaire. On a parlé ce matin des JSON Duality Views. Je rappelle juste ici le pourquoi, en fait, tout simplement pour la souplesse du modèle relationnel, qui lui est agnostique des cas d'usage et surtout qui va être vraiment intéressant sur l'évolution des applications et des cas d'usage qu'on va vouloir adresser. Euh, L'effet que ça a, c'est souvent de limiter la duplication de données et tous les problèmes associés à la duplication de données. Donc la validation des données, la gestion justement aussi des erreurs associées, parce que bah, quand je suis en train de dupliquer des données partout, quand je fais une modification, il faut bien penser à le faire partout. Euh, on reste cependant sur des opérations de type CRUD vraiment très simpliste avec une API JSON, mais si besoin, on a ces capacités à aller, par exemple, pour faire de l'analytique ou des rapports, des batchs, d'utiliser le SQL. D'accord? Donc, c'est vraiment
encore une fois, le meilleur des deux mondes, JSON et relationnel, qui est voilà, couplé dans une seule et même technologie, JSON Relational Duality View. Donc, on peut créer en fait sur un modèle existant, modèle relationnel, mais plusieurs en fait Duality Views. Ça, c'est vraiment un point essentiel à comprendre, c'est que si on crée des vues où on ne va pas stocker de données, hein, vu que ça s'appuie sur un modèle sous-jacent, mais en fait, selon l'ordre, le point d'entrée des documents et de la vue générée, en fait, on va pouvoir, en mettant à jour les données dans une vue, en fait, les impacter automatiquement dans une autre vue. Donc tout ça, voilà, c'est grâce au modèle relationnel qui est en dessous. Donc on peut, la vue elle est accessible en lecture et écriture, c'est toujours bon à rappeler. Toutes les fonctionnalités relationnelles sont disponibles, bien sûr, notamment toutes les améliorations autour du SQL JSON. Euh, Tout le modèle relationnel, en fait, hérite nativement des fonctionnalités du modèle relationnel Oracle. Donc, on peut partitionner les collections, on peut faire de l'analytique, on peut faire du data redaction. Toutes les fonctionnalités, en fait, sont disponibles et par champ, en fait, j'ai envie de dire. Par champ dans nos documents JSON. On peut également supporter dans notre modèle relationnel des colonnes JSON qui pourront, elles, utiliser comme ce qu'on appelle des flex fields, c'est-à-dire, en fait, pour continuer d'avoir de la souplesse. Donc, si jamais mon modèle, il continue d'évoluer et que voilà, j'ai pas envie de créer une colonne, je peux avoir une espèce de colonne JSON qui va servir de fourre-tout et de continuer en fait à utiliser ces données JSON avec la souplesse qu'on leur connaît. Voilà. En termes d'API, on a vu ce matin qu'on supportait en fait des syntaxes GraphQL, mais aussi SQL. Hein, on peut également le faire comme ça. Et puis, de rappeler que ce mapping qui va se réaliser entre le monde JSON et relationnel, c'est vraiment la base de données qui s'en occupe automatiquement. Donc, si on prend un petit peu en détail et qu'on regarde, comme ce matin, en fait, le mapping et l'interaction qu'on peut avoir entre le monde JSON au-dessus et le modèle relationnel, en fait, on va avoir cette définition qui, elle, va s'appuyer en fait sur toutes les tables qui doivent participer en fait du modèle relationnel à la vue et donc aux données résultantes, donc ici, ce qu'on veut exploiter en termes de documents JSON. Et donc, en fait, on va parcourir finalement les relations NM ou 1N par exemple, et en fait, tout simplement, on va venir indiquer les champs, c'est-à-dire les colonnes ici, et les mapper sur les champs JSON sur la gauche. Donc, c'est pas évident au début, hein, mais voilà, on a plein de tutoriels, il y a plein d'exemples, et puis au fur et à mesure du temps, en fait, tout s'améliore. Je peux vous dire que la V1 était un peu complexe. Là, on est vraiment sur quelque chose de très solide et de très agréable, très intuitif en fait à utiliser. L'accès aux données. Donc là aussi, on n'est pas en reste. On fournit déjà depuis pas mal d'années une API qu'on appelle SODA, Simple Oracle Document Access, donc toujours orienté JSON et simplicité. On supporte pas mal de langages de programmation. On supporte aussi depuis quelques années ce qu'on appelle le MongoDB API ou, dans son gros nom, le Oracle Database API for MongoDB, qui permet en fait de connecter une base Oracle à une application MongoDB au travers des drivers ou des outils MongoDB et de faire en sorte qu'en fait, elle se comporte d'un point de vue applicatif comme une base de données MongoDB. On supporte bien sûr le MQL et aussi l'aggregation framework. On a également tout ce qui est service REST autour de ORDS, où on peut faire pas que du REST, mais aussi du GraphQL. Énormément d'évolutions, d'apports de nouvelles fonctionnalités, vraiment un produit assez exceptionnel pour le coup, et qui fournit aussi des couches de sécurité dernièrement. Donc vraiment, faut vraiment pas faut l'utiliser quoi. C'est vraiment très très pratique et d'un point de vue développement d'API REST, je peux vous garantir, enfin c'est un plaisir. C'est extrêmement rapide de développer avec. Côté SQL, bien, voilà, on est toujours sur ces API avec un peu de détails ici sur tous les opérateurs JSON qu'on a aujourd'hui, notamment dans le standard, JSON Value, JSON Query, Exist, Merge Page. Transform, c'est un peu spécial, c'est pas encore dans le standard. JSON Table, excellent, qui permet de faire le mapping notamment de tout ce qui est arrays, donc de pouvoir dupliquer les lignes générées pour du SQL. SQL Dot Notation, on le verra tout à l'heure, donc comment parcourir et naviguer dans la hiérarchie JSON très facilement en SQL. Les JSON Pass Expression, donc ça c'est un petit passage obligatoire, j'ai envie de dire, mais avec tellement de puissance pour ensuite pouvoir requêter des documents JSON en SQL. Et puis encore une fois, donc toutes les fonctionnalités relationnelles, les jointures, le partitionnement, les index, et
grosse cerise sur le gâteau, tout ce qui est déchargement des traitements SQL pour le JSON dans le stockage. Ça, on verra un petit slide. Enfin, les API JavaScript. Et oui. Et donc là, je voulais vous faire part d'une nouveauté assez sympa, c'est l'arrivée en fait dans Oracle Database Actions, donc le SQL Developer Web de l'éditeur JavaScript pour ces fameuses User-Defined Functions. Donc c'est assez sympa parce qu'en fait, c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus adapté en fait au développement du JavaScript. Et pour le coup, c'est voilà, c'est très pratique. Je vous montrerai un petit peu, mais c'est vraiment pas mal. De rappeler que derrière, donc JavaScript, c'est vraiment la GraalVM derrière qui pilote tout à travers du projet MLI. Euh, on peut réutiliser des modules. Il y a certaines particularités, notamment au niveau de la sécurité, on va être très strict. Et on propose également des modules, comme par exemple MLE.js Fetch, pour tout ce qui est accès aux données via HTTP, HTTPS, faire du SQL en JavaScript, tout ce qui est binding entre le monde PLSQL et JavaScript, et puis quelques packages pour faire de l'encodage et gérer les encodings, les types d'encoding. Sur l'indexation, donc je vous disais, on n'est pas en REST. On supporte bien évidemment les index simples, B-tree, avec un champ ou plusieurs. Les index multi-value, là, on va vraiment être sur les aspects plutôt orientés tableau de valeur, tableau donc scalaire ou des objets. On a également ce fameux JSON Search Index depuis la 12CR2 où on va pouvoir faire des recherches full text sur les documents JSON. On va pouvoir aussi supporter enfin, on va, depuis la 23i, non pas indexer tout le document, donc champ plus valeur, mais vraiment, on va pouvoir spécifier, donc faire une indexation partielle. On supporte également tout ce qui est GeoJSON, donc l'indexation spatiale vraiment dédiée sur les représentations de GeoJSON qu'on pourra avoir dans les documents. Et puis, avec la 23i, déjà, c'était pas mal, un peu présent en 21c, mais la 23i, c'est grandement amélioré sur la proposition d'index automatiquement déduit des workloads voilà, reconnus par la base de données et de créer en fait ces fameux index avec du JSON value, avec JSON query, etc. De rappeler aussi qu'on a une fonctionnalité qui s'appelle In-Memory Column Store qui historiquement a été en fait la première fonctionnalité où on a vu le format Awesome qui est arrivé. Ça a été initialement développé pour pouvoir faire de l'analytique en mode colonne sur des documents JSON d'une table. Et donc, on est vraiment sur l'accès mémoire extrêmement performant et utilisation des instructions CP vectorielles type AVX 512. Donc, tout ça, orienté performance sur plutôt notion d'index d'accès. Mais quelque chose à rappeler aussi sur la performance, j'en parlais tout à l'heure un petit peu, c'est dans le back-end, en fait, on est aussi capable aujourd'hui d'exploiter les données qui seraient au format OSON. Donc, je rappelle, le format OSON, c'est ce qu'on utilise dans la base de données, donc sur la gauche, pour stocker les données, les données JSON une fois encodées binairement. Mais ce format OSON, en fait, il est assez pratique parce que souvent, il est réduit. Et puis, il est déjà pré-mâché, j'ai envie de dire. Donc, on a fait un sacré boulot pour pouvoir indexer à l'intérieur chacun des champs, avoir vraiment des raccourcis pour accéder à certaines valeurs. Et donc, en fait, on peut exploiter ces données OSON directement dans le back-end d'aujourd'hui. Donc, par exemple, on a des drivers type JDBC, Node.js ou Python qui supportent ça. On a l'API Java très connu Jackson qui supporte aussi ça. Donc, générer directement de l'OSON ou lire depuis des données OSON dans le back-end. Et puis, bientôt, il y a Hibernate qui, au travers de l'API Jackson, va pouvoir supporter aussi cette feature. Donc, on a moins de trafic également sur le réseau. Vraiment énormément de bénéfices. Et ce qu'on peut en attendre ici, c'est juste un comparatif sur activer ou pas ou désactiver finalement l'encodage côté back-end. Eh bien, c'est des ratios de 9 fois plus rapides à l'insertion de documents JSON. Enfin, en tout cas, dans le cas d'usage que j'avais à implémenter. J'en parlais depuis le début. On a des infrastructures spécialisées Oracle. Donc là, depuis l'avènement du cloud, on en parle un peu moins, mais néanmoins, elles existent. Elles pilotent notamment donc, des bases de données on-premises, elles pilotent tout ce qui est Exadata Cloud at Customer, elles pilotent aussi tout ce qui est Autonomous Database dans le cloud, que ce soit sur OCI ou
sur d'autres, enfin, avec l'approche multi-cloud d'Oracle sur AWS, Azure ou Google Cloud. Et Exadata, en fait, permet, comme on le voit un petit peu à gauche, d'envoyer finalement depuis les serveurs de base de données les requêtes, les opérateurs directement dans le stockage. Et ces cellules de stockage peuvent donc traiter du SQL directement sur le stockage, ce qui permet que, en fait, il y a énormément de résultats qui sont, enfin, il y a beaucoup de résultats qu'on n'envoie pas, du coup, au database server. Ça allège les traitements et ça les accélère. Donc là, j'ai fait un tout petit exemple sur la fonction JSON exist, une collection customer, 3,2 millions de documents, et je devais faire avec cette requête-là, donc rechercher tous les champs avec active dont la valeur vaut true. Et ça m'a retrouvé 5000 documents. Sur les 3,2 millions, taille moyenne de documents est 4 kilos, avec et sans ce qu'on appelle les cellules offloading ou cells offloading du requête SQL, on est sur ces résultats. Donc, pas de parallélisme, juste pour pouvoir bien voir l'impact. Et donc, les temps de traitement, bien, on est sur 1 seconde versus quasiment 140 secondes. On est sur un ratio de 125 fois plus rapide sans index. Donc, cette requête-là, la partie JSON existe, là, c'est le stockage qui le gère. Dans le cloud, on-premises, cloud at customer. Donc ça, c'est assez important et c'est des gains automatiques, c'est-à-dire Autonomous Database Free dans le cloud, j'ai ça. Ensuite, on arrive sur ces fameux schémas de JSON. C'est une énorme nouveauté côté 23i, c'était quelque chose qui était très demandé depuis de nombreuses années. Et donc, on offre aujourd'hui, au travers de la 23i, des fonctionnalités pour, par exemple, générer des schémas JSON depuis des données JSON existantes, de générer des schémas aussi depuis des collections, depuis des collections JSON, depuis des tables, depuis des vues, depuis des duality views. Bien sûr, on va pouvoir valider les schémas, mais aussi valider les documents. Valider les documents de manière très simpliste. Est-ce que c'est valide ou c'est pas valide? Ou est-ce que je peux avoir un rapport très détaillé avec toutes les erreurs en un seul appel? Je vais pouvoir également, du coup, utiliser une fonctionnalité qui s'appelle les Data Use Case Domain. On en a parlé un petit peu ce matin, mais pour centraliser les schémas de JSON dans la base Oracle. Donc ça, il y a des use cases extrêmement intéressants parce que je vous montrerai dans une démo des choses qu'on va pouvoir faire sur l'exposition via des appels REST, des endpoints REST de ces JSON schémas. Euh, on a aussi, donc là vraiment intéressant, proposé en fait, donc c'est disponible sur le GitHub du standard JSON Schema, un nouveau vocabulaire pour augmenter les capacités des JSON Schema, spécialement en ce qui concerne les bases de données. Et qu'est-ce que ça veut dire spécialement? C'est notamment pour pouvoir réaliser ce qu'on appelle du typecasting explicite lorsqu'on va vouloir persister des documents de JSON. Je rappelle que le standard JSON, en fait, les valeurs, on est assez pauvre en comparaison des types SQL. Généralement, on est assez limité et quand on arrive par exemple sur des données de type date, timestamp, intervalle, vecteur également, on est assez limité parce que souvent, c'est soit des chaînes de nombres, soit des tableaux de nombres, soit par exemple des chaînes de caractères qui vont représenter la date. Donc en fait, au requêtage, on est obligé de parser et reparser ces champs. Donc là, en fait, on apporte du typecasting explicite dans des types SQL, ce qui fait qu'en fait, les requêtes derrière vont être beaucoup plus performantes, mais également le document JSON va être beaucoup plus compact. Parce que souvent, en fait, les types SQL voilà, sont implémentés binairement, et donc on ne stocke plus une chaîne de caractères pour un timestamp, mais sa représentation beaucoup plus petite en termes de binaire. Je vous ai mis le lien GitHub si ça vous intéresse. Et on est en pourparlers avec, par exemple, Postgres pour voir ce qu'il implémente ou pas. Voilà. Et également, quelque chose autour de l'évolution du modèle relationnel automatisé. Donc là, il y aura un petit cas d'usage tout à l'heure, vraiment sympa. Ce qui fait que je vais vous présenter pas mal de démos, et notamment celle qui va s'appuyer sur les JSON schema. En fait, ce sera un front-end React qui va parler avec ORDS. Donc ça sera notre backend pour le coup, qui lui exposera des schémas directement, des schémas JSON, qui, eux, viendront en fait des structures qu'on pourra avoir dans la base de données. Ici, une table. On verra un petit peu tout ce qu'on aura à rajouter juste pour que ça soit plus sympa, notamment des annotations. Et ensuite, ben, en fait, on va continuer d'utiliser sur la base Autonomous que j'utilise, en fait, toutes les fonctionnalités intrinsèques, notamment stockage Exadata et autres.
Euh, eh bien, c'est parti. Donc, le select AI, ça, je pense que c'est bon. Donc, rapidement, juste en termes de fonctionnalité JSON, pour montrer et également au travers, j'en parlais un petit peu du JavaScript. Donc, ça, c'est l'éditeur JavaScript. Donc là, je suis connecté sur ma base Autonomous. Et vous pouvez voir en fait que je vais pouvoir très simplement modifier ici ma fonction que je vais utiliser pour aller faire du fetch de données via une URL. Extrêmement simple. On est vraiment dans le monde JavaScript. Et si je veux recompiler, modifier, en fait, donc là, ici, j'en ai une autre, bah, j'ai juste à cliquer, faire l'édition et puis ensuite sauvegarder. Donc là, je sauvegarde directement le module. Et on voit qu'en fait, dans celui-ci, je vous représentais tout à l'heure, mais voilà, on mixe à la fois du JavaScript, mais aussi du SQL, parce qu'on est capable, en fait, d'aller, au travers des modules qu'on fournit, d'aller interroger forcément les données qu'on va avoir dans la base. Ça tombe plutôt bien. Ce qui est extrêmement intéressant dans le contexte JSON, c'est que le JavaScript fait totalement du sens. Voilà, on est vraiment sur, on utilise des objets JSON, on en génère, on en récupère, on les manipule. C'est extrêmement souple et agréable pour le coup. Donc, je passe rapidement sur la partie JavaScript. Extrêmement important, si je veux utiliser ces fonctions implémentant JavaScript en SQL, je vais devoir passer par une couche, une espèce d'interface en fait, en PLSQL pour pouvoir faire le mapping du monde SQL au monde User-Defined Functions JavaScript. Également, on l'a vu un peu tout à l'heure, ici dans l'exemple, c'est voilà, aucun appel extérieur sur des domaines, sur des URL externes ne se fait sans d'abord donner les droits. Donc ici, voilà, c'est la façon de le faire. Et ce que ça me permet de faire derrière, eh bien, c'est tout simplement, donc là, c'est hop, un petit bug pour l'instant, donc je suis obligé de faire ça. Mais c'est surtout que je vais pouvoir ensuite aller interroger, par exemple ici, de l'open data pour récupérer les données, par exemple, sur les arbres remarquables qu'on peut trouver à Paris. Et ensuite, eh bien, je peux tout simplement faire une requête SQL derrière. Donc là, j'ai absolument pas téléchargé de données, je ne les ai pas chargées, elles sont directement accessibles. Et avec la puissance en fait du SQL derrière, je peux aller ici récupérer les trois arbres les plus vieux, les trois arbres les plus remarquables de Paris et afficher leur âge. Voilà, le plus vieux, c'est un robinier qui est né en 1602 et qui est aujourd'hui dans le 5e arrondissement de Paris. Deuxième Ouestier, Micocoulier, etc. Donc vraiment très sympa, extrêmement puissant. Une requête, je vais chercher des données à l'extérieur, je les processe en JSON, ensuite je les parse en SQL, etc. Ce que je peux faire également, une autre façon de le faire, c'est avec une table externe et l'Access Driver Oracle Big Data. Donc là encore, je vais tout simplement, donc là, je n'ai pas parsé les données, mais c'est juste pour vous montrer que je les récupère bien. Donc les récupérer directement avec un appel en changeant juste la location de ma table externe pour le coup. Le côté schéma, de rappeler important que lorsque je vais vouloir travailler sur des schémas, notamment avec ORDS, je vais devoir activer en fait le schéma pour utiliser ORDS. Donc tout le code en fait sera sur un repo GitHub, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je vous ai mis à peu près toutes les étapes pour vraiment ne pas avoir de problème. Donc là, ça, la partie reset de la démo, je m'en suis occupé. Et en fait, on va commencer tout simplement par en fait voir comment on crée finalement une table aujourd'hui en 23i. Donc, soit je crée avec une native collection, mais pour être un peu plus explicite, parce que bien souvent, c'est vraiment ce modèle où on voit énormément euh, enfin, moi, j'ai plein d'utilisateurs qui me disent, voilà, comment est-ce que j'ajoute des données de JSON dans une table? Bah, c'est pas compliqué, hein. Je rajoute une colonne et de type JSON, éventuellement not null. Et en faisant ça, en fait, je crée ma table. Les données seront stockées binairement. Et donc ensuite, bah, j'ai juste à insérer un document JSON ici. Donc là, c'est une syntaxe assez particulière où on est vraiment dans un mode simplifié pour se dire, c'est pas une chaîne de caractères. Je vais avoir une certaine validation sur ce que je vais fournir, des nombres, des strings, etc. Et je peux mettre également des résultats de requêtes SQL ou de fonctions euh, ou autres. Voilà, c'est extrêmement souple pour cette syntaxe. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? OK. Ensuite, je vous parlais de la SQL Dot Notation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est extrêmement utile
parce que ça permet en fait, donc c'est un raccourci finalement sur l'utilisation de la fonction JSON-value. Ici, je vais être obligé de mettre un alias à ma table. Donc ça, c'est vraiment un prérequis. Et ensuite, je vais pouvoir naviguer dans la colonne ici, la colonne de type JSON, hein, celle-ci. Et ensuite, j'ai juste à aller chercher les champs qui vont m'intéresser, comme par exemple ici title ou l'auteur, et rajouter un point pour le username ici. Et éventuellement, d'utiliser ce qu'on appelle des item functions pour caster, donc ça c'est pour le monde SQL, en chaîne de caractères. C'est vraiment ce qu'on s'attend à avoir. Pareil pour les tableaux, je peux faire des choses. Donc c'est un exemple assez simpliste, hein, et pourtant qui est, voilà, qui est extrêmement souple, pratique. Et on voit qu'en fait, le title ici, lorsque je n'ai pas mis l'item function string, je vais récupérer une valeur, mais avec des guillemets ici. Tout simplement parce qu'en fait, ça, c'est une valeur vraiment scalaire JSON, alors que ça, c'est plutôt une valeur SQL. Donc, intéressant. Maintenant, je vais pouvoir continuer de rajouter d'autres documents dans ma collection. Ici, on voit que c'est quelque chose de... Je vais avoir un problème avec ça si j'essaie que ça... OK. Euh, où je vais avoir vraiment capacité, avec cette souplesse autour du JSON, de pouvoir mettre tout et n'importe quoi, si je veux, dans dans ma table. Donc, premier aspect sur ces fameux schémas JSON qui sont ici pour voilà, s'assurer que les données, en fait, elles sont cohérentes avec ce qu'on veut leur faire faire dans notre application. Eh bien, je vais pouvoir, par exemple, créer avec des données, on part à partir de zéro, et la fonction JSON Data Guide, je vais pouvoir créer un document, un schéma JSON. Donc ici, on va voir très rapidement qu'on a reconnu les types, les longueurs. Donc tout ce qui est préfixé par O de points, c'est plutôt interne, mais ça aide parfois. Et on voit ici le garbage document. Il a été reconnu aussi ici. Donc assez simpliste, je vous l'accorde, mais au moins c'est un début. Si on continue avec les schémas JSON, en fait, on va voir qu'une fois qu'on a donc généré depuis ma table et la colonne data le fameux JSON schema, on va pouvoir aussi valider un JSON schema. Est-ce que le JSON schema est valide? Donc là, on peut utiliser DBMS JSON schema, is schema valide, nous renvoie vrai ici, donc support aussi des booléens. Et par contre, la validation, en fait, on peut la faire aussi avec, je peux explicitement donner, ici sous forme de chaîne de caractères, un JSON schema. Donc même combat. Là, il me faudra des données JSON, de type JSON des deux côtés, données à valider et documents et JSON schema. Et ici, on va pouvoir s'assurer que effectivement le rapport nous dit que dans les données, on a bien, parce que c'est que des objets, avec des propriétés qui, ici, tags n'est pas requise. Donc, s'il y en a, eh bien c'est bien. S'il n'y en a pas, ce n'est pas une erreur non plus. Donc, les documents sont tous les deux valides. Si j'utilise maintenant pour l'exemple de données un schéma JSON beaucoup plus complexe qui vient notamment du site standard de JSON Schema, on va pouvoir faire la même chose, donc aller valider les données, et là on va voir que eh bien, les données, le deuxième document finalement, lui, n'est pas valide. Et on va avoir également accès à toutes les erreurs. Donc là, effectivement, les éléments requis, title, content et author, ne sont pas détectés dans le deuxième document. Et on va avoir toutes les erreurs qui vont remonter comme ça. On peut également donc valider sans avoir de détails, donc juste un rapport valide oui non. Donc là, encore une fois, j'exécute juste la requête et ça me dit vrai ou faux. Je vous ai remis les documents juste pour voir. Et donc, petite sur le gâteau, on peut aussi créer des schémas JSON depuis des tables relationnelles. Donc, on va voir que celui-ci est très simple, mais on va voir un exemple juste après où ça sera beaucoup plus intéressant. Vraiment beaucoup plus intéressant. Donc, ce qu'on va voir comme démo là, c'est vraiment cette partie front-end, React, etc. Et donc, pour le faire, je vais créer d'abord une table qui s'appelle Products dans laquelle je vais stocker euh, des produits que je veux vendre par exemple. Donc ici, on voit qu'on va avoir trois colonnes, name, price, quantity, qu'on a déjà défini des contraintes, comme par exemple contrainte de clé primaire, valeur not nulle, 100, donc valeur maximale, mais aussi des contraintes de type vérification. Donc la longueur du nom, par exemple, doit être
au moins 3 caractères, le prix strictement positif, la quantité positive ou nulle pour les stocks. Et puis, je vais pouvoir tout simplement rajouter plusieurs produits d'un coup, ici, et je vais pouvoir aller notamment récupérer maintenant le schéma JSON de cette table. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est que le schéma JSON va être un peu plus complexe, tout simplement parce que on va récupérer non seulement les colonnes, mais également leur type étendu, ça j'en parlerai juste après, et les contraintes associées, max length, min length, exclusive minimum. Donc tout ça, en fait, ce sont les représentations dans le monde JSON Schema des contraintes SQL. Donc on a un moyen de faire vraiment le mapping entre les deux, entre ces deux univers. Cependant, en fait, il va manquer quelques aspects qui peuvent être très intéressants, comme par exemple des choses qu'on retrouve dans les documents JSON Schema, title, description pour chaque champ, et éventuellement d'autres contraintes qu'on va rajouter ici pour le support en fait de la librairie React que j'utilise et qui n'est pas forcément très à niveau pour ce type de représentation. Donc, voilà, je vais passer explicitement comme ça. Donc, pour ce faire, en fait, je vais enrichir les métadonnées de la table et de chaque colonne pour le coup avec ce qu'on appelle des annotations. Donc, je peux mettre des clés valeurs et les valeurs sont optionnelles et c'est free text. Je peux mettre tout ce que je veux. Donc là, je rajoute pour la colonne name 3 annotations, title, description, min length. Pour la colonne price, 3 aussi. Et pour la colonne quantity, pareil, j'en rajoute 3. Je peux interroger le dictionnaire et voir toutes mes annotations et tout ce qui a été mis en termes de valeur. Et ensuite, eh bien ensuite, on repasse côté JavaScript parce qu'en fait, j'ai implémenté ici une fonction qui s'appelle getAnnotatedJSONSchema. Et ça me permet quoi? Ça me permet on passe le nom d'une table, je génère le JSON schema. Ensuite, je vais euh, exécuter cette requête-là et faire le mapping entre chaque colonne que j'aurais retrouvée. Et en fait, je vais pouvoir rajouter dans le JSON schema des valeurs additionnelles qui sont stockées dans le dictionnaire Oracle pour enrichir ce JSON schema. Donc, rajouter typiquement les champs title, description et autres contraintes. Donc, maintenant, si je regarde ce que j'ai au retour de cet appel, donc c'est vraiment du JavaScript qui a été appelé ici. Pardon, ici, excusez-moi. Hop. On a appelé du JavaScript. Et derrière, on va voir que effectivement, maintenant, on a la description, le title, et puis max length. Et pareil pour les autres colonnes. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que, très bien, donc là, j'ai capacité de récupérer des schémas JSON annotés par rapport à l'état. Je vais faire deux choses. Donc là, c'est créer un module ORDS. Donc en fait, il y en a déjà un existant. On va passer sur la partie plus ORDS ici. Et donc ici, en fait, j'ai déjà, on a ce qu'on appelle un module, donc Loïc, avec un template ici qui s'appelle Products. Et dans ce template Products, j'ai défini deux endpoints, un pour faire du get, donc pour récupérer un JSON schema, et un pour faire du post, pour insérer un nouveau produit depuis mon front-end React. Donc, qu'est-ce qui va se passer rapidement? Si on regarde comment on va implémenter les REST endpoints, donc je définis mon REST endpoint comme cela. Donc, ça va être le résultat. Donc, c'est un document JSON qui va être retourné. Donc, ça va être le résultat du get. Et si je regarde le put, c'est un peu plus compliqué parce que ce que je vais devoir faire, c'est gérer tout ce qui est MIME type. Je vais gérer aussi l'insert. Je vais faire une petite transformation parce que dans mon JSON schema, j'attends un champ name, la colonne. Mais en fait, j'ai utilisé une duality view pour faire mon mapping JSON et modèle relationnel, donc la table ici, assez simpliste, vous allez voir. Et je vais renseigner la colonne underscore ID. Ensuite, si jamais il y a une erreur, je renvoie une erreur 409, et sinon 201, tout s'est bien passé. Et puis j'affiche document vide pour la réponse. Donc, comment ça va se traduire? Eh bien, je vais créer d'abord ma vue dual. Donc là, extrêmement simple, où je vais faire que de l'insert pour le coup. Je crée cette vue. Et en fait, cette vue, elle va me permettre de faire, je vais récupérer le schéma aussi, hein,
Mais elle va me permettre de faire ceci. Donc, j'insère dans la vue un nouveau document JSON avec ici underscore ID. C'est ce qu'attend une vue dual. D'accord? Donc, je fais l'insertion, je commit, et ensuite, lorsque je vais requêter la vue dual, on va trouver des documents JSON parce que, encore une fois, on ne travaille qu'avec des documents JSON sur des duality views. Donc, on va trouver les deux premiers que j'avais insérés tout à l'heure. Hein, j'avais inséré des lignes. Et on va trouver ce document que je viens juste d'insérer ici, euh, présentement. Et si je veux faire du relationnel, bah, je vais juste aller interroger la table du modèle relationnel sous-jacente. Et là, je retrouve exactement mes données. Donc, ça se traduit comment derrière si je vais sur mon front-end? Donc là, je dois avoir, voilà, j'ai un serveur où j'ai sur OCI où j'ai euh, le front-end React qui tourne. Et donc, si je rafraîchis la page ici, en fait, on va voir que j'utilise une librairie qui s'appelle JSON Schema Form qui me permet, depuis un JSON Schema, de le récupérer via mon REST endpoint et de générer un formulaire. Et donc, ce champ-là, ça vient de mon JSON Schema, la description également, et également tout ce qui est validation. Donc là, vous vous rappelez, je vais mettre au moins 3 caractères. Donc même la validation vient du JSON Schema qui est stocké, lui, dans la base de données et qui a transité au travers de tous mes tiers jusqu'au front-end. Ça permet quoi? Eh bien, ça permet une chose assez sympa, c'est que si jamais je mets à jour mon modèle ou les métadonnées associées, donc là, par exemple, je vais changer la description et mettre, par exemple, un produit, c'est au moins 5 caractères. Et si je fais ça, eh bien, automatiquement, mon front-end, voilà, on voit que la validation elle a changé, on voit que la description elle a changé automatiquement. Donc ça, c'est très, très pratique. Et on voit vraiment comment les JSON Schema œuvrent à tous les niveaux, non seulement sur la partie database, centralisation des JSON Schema, synchronisation avec le modèle de données, transitant au travers du back-end. Bon, ici, il ne fait rien, mais il aurait pu faire des contrôles, rajouter des choses aussi côté ORDS, et arriver juste au front-end. Et maintenant, sur la partie plus, bon, bah, je vais rajouter, par exemple, je ne sais pas moi, une guitare. Je vais rajouter le produit. Donc là, je vais afficher ce que j'envoie comme données JSON. Donc, il y a bien le champ name qui vient du JSON schema que je vais remplacer par un underscore ID dans le REST endpoint. OK. Et là, si je vais côté base de données cette fois-ci, eh bien, je vais voir que je vais avoir cette fameuse guitare qui apparaît juste ici en relationnel ou, si je veux, en JSON ici. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, on peut continuer. Je peux, pareil, revalider tous mes documents, ils sont valides. Ça, il n'y a pas de problème. Et vu qu'on est sur plutôt l'aspect relationnel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a rajouté côté 23i? On a rajouté la notion de pre-check constraints. Donc là, pre-check constraints, on peut dire des contraintes, on va les mettre en mode pre-check. Ce que ça va faire, ça, c'est que ça va s'assurer que les contraintes ici nommées vont avoir un pendant dans le monde JSON Schema. Sinon, il y aura une erreur. Une fois qu'on a fait ça, on peut éventuellement, et là, gros warning, gros warning, comme on expose toujours, hein, si je regarde ici je l'ai désactivé. Donc, pardon, je reviens. Gros warning, on peut, une fois qu'on s'est assuré que les contraintes sont activées en mode pre-check, donc qui dit que potentiellement pre-check, les contraintes sont validées dans les tiers back-end ou front-end, eh bien, je peux potentiellement les désactiver, ces contraintes-là. Donc là, encore une fois, un gros warning, c'est à vos propres risques. Vous pouvez le faire. C'est pas ce qu'on préconise nécessairement, mais il peut y avoir des cas de figure où ça peut être intéressant, typiquement pour la performance. Donc là, j'ai désactivé les contraintes côté base de données. Et si je regarde cependant le JSON schema qui est généré depuis ma table, on va voir qu'on va toujours retrouver pour les nombres ici, donc le price, on va retrouver la colonne ici, qui vient de la contrainte de check, qui est désactivée, donc qui ne sera pas processée lors de l'insert, par exemple, de données, mais qui sera potentiellement validée au travers du JSON schema. Donc ça me permet juste, je vous le montre, hein, ça me permet de faire des choses comme ça. Je vais pouvoir mettre, par exemple, un bad product avec stock -1, prix 0, alors que les contraintes, normalement, l'interdisent.
Donc, je continue sur l'aspect JSON Schema parce qu'en fait, on parlait tout à l'heure du vocabulaire. Et en fait, ce que je peux faire ici, c'est utiliser le Data Use Case Domain. Donc là, ici, j'en crée un du nom de JSONB pour le fun. Et ça va s'appuyer sur le type scalaire JSON. Toujours s'appuyer sur un type scalaire ou un ensemble de types scalaires. Donc, on supporte les multitypes scalaires. Et là, on peut utiliser directement à la place du type d'une colonne ce fameux Data Use Case Domain. Donc, qu'est-ce que je peux faire derrière? Eh bien, je peux créer d'autres domaines. Ici, un blog post avec un JSON schema beaucoup plus consistant. Et en fait, avec le mot-clé validate, en fait, on va, ça va être un moyen de persister des JSON schemas dans la base de données. Donc, on va avoir des objets domaines qui vont stocker ces, ces JSON schemas. Je crée ma table avec ce data use case domain blog post. J'insère du garbage. Ben là, ça va échouer. JSON schema validation error parce que c'est pas du tout un blog post. Et donc, si j'insère un blog post correct ici, là, ça va fonctionner. Je commit, et puis ben, je peux faire des choses comme ça, dot notation. Je peux aller regarder, tiens, il y a un champ date. Et si je regarde le type binaire encodé pour la date, on est sur une chaîne de caractères. Donc là, c'est un peu compliqué, il va falloir reparser la chaîne de caractères en SQL si jamais j'ai envie de faire du processing. Donc là, je vais faire juste un reset du data use case domain et de la table. Je drop tout. Et là, je vais créer cette fois-ci, je vais recréer le domaine, blog post, mais cette fois-ci, j'ai utilisé le nom cast. Donc là, cast, ça me permet de faire une chose, c'est de dire à la base de données, très bien, maintenant, quand tu vas rencontrer, lorsque tu vas insérer des documents, ce JSON schema, tu vas pouvoir éventuellement utiliser le vocabulaire étendu pour les bases de données, notamment le champ extended type. Et là, on va t'indiquer c'est quoi le champ SQL, c'est quoi le type SQL que tu dois utiliser pour la persistance. Et là, on dit, pour le champ publish date, c'est du timestamp. Donc, je crée mon domaine. Hop, je crée ma table avec le domaine. On peut toujours récupérer le JSON schema associé. Qu'est-ce qui se passe quand on a juste une colonne, mais avec un JSON schema sous-jacent au travers du data use case domain? On récupère quand même le JSON schema. Et ensuite, lorsque je vais insérer ma donnée, eh bien, cette fois-ci, ici, il n'y a pas de problème. Toujours. Mais quand je récupère maintenant le fameux publish date, quel est son type? C'est du timestamp. Donc là, on est sur un type natif SQL directement encodé dans la version binaire. Et je vais pouvoir faire du processing du style ajouter, par exemple ici, 5 jours. On était sur du 21, et là, on passe à du 26. Donc là, vraiment, je suis dans un monde SQL full et tout se passe bien. Dernière petite démo sur l'aspect plus JSON Schema et les apports. Je vais créer ici une table orders. Donc là, on est sur l'évolution du modèle relationnel. Et je vais insérer juste un champ, juste un document JSON très, très simpliste. Donc là, on peut l'afficher. On a ce document JSON, pas de problème. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un index full text. Et cet index full text, je vais lui demander de gérer le data guide. Donc, c'est maintenir en temps réel dans l'index full text un JSON schema. Et ensuite, d'implémenter la fonctionnalité qu'on fournit par défaut add VC, add virtual column, dès qu'on va détecter des changements dans les données insérées de la table. Donc là, si je regarde la table orders, eh bien, on s'aperçoit que j'ai deux nouvelles colonnes. Et ces deux nouvelles colonnes virtuelles s'appuient pour rechercher les données directement dans le document JSON, ici, parce que j'ai ce fameux index. Donc, si j'insère un nouveau champ, ici, VAT, je commit, je regarde les données dans la table, et là, j'ai encore une nouvelle colonne qui vient se rajouter. Et donc, on voit qu'on a une évolution automatisée du modèle relationnel grâce à la gestion en interne, à la maintenance en interne de ce fameux index et du JSON schema associé. Voilà. Hop, evolve égale true, et je regarde encore une colonne. Donc, quand on fait de l'analytique et qu'on
n'a pas forcément la main sur les modèles de données, ou en tout cas, on ne peut pas le faire nécessairement évoluer facilement, et que cependant les outils attendent des colonnes pour analyser ces données-là, eh bien, on est sur une fonctionnalité qui est extrêmement intéressante. Je vous ai parlé tout à l'heure de tout ce qui était offloading, on ne va pas le voir. Voilà, le script sera là pour le reproduire, pour reproduire le résultat. Ce que je voulais juste vous montrer avant, c'est que voilà, l'API MongoDB également est disponible et que celle-ci, en fait, eh bien, elle permet de faire quoi? Bah, de traiter, par exemple, euh, des aggregation pipelines, comme ici. Et celui-ci va, par exemple, directement aller encore une fois chercher des données à l'extérieur, ici une collection Movies, et la stocker en out dans la collection Movies. Donc là, ça permet de faire quoi? Hop, d'avoir une nouvelle collection Movies. Et ça, on est vraiment c'est MongoDB Compass qui est branché sur ma base de données Autonomous. Si je veux, je peux aller voir les products DB, la Duality View, quels sont mes documents. Voilà, on retrouve le bad product ou la guitare que j'ai inséré tout à l'heure. Et on est sur voilà, une interface, la base de données, vraiment, c'est du MongoDB. On peut faire des choses comme ça, les requêter des données aussi. Hop, typiquement, si j'exécute ça. Donc ça, c'est la fameuse requête qui va prendre un petit peu de temps. Voilà. On a un peu plus de temps parce que il y a plus de couches à traverser, mais voilà, on n'est pas sur 140 secondes d'exécution. On parlait vraiment de choses comme ça. Voilà, et ça, j'ai exécuté tout à l'heure. Donc, on est vraiment sur des choses extrêmement intéressantes côté JSON, sur tous les tiers. Donc, on a vu par exemple cette fameuse démo où on pouvait centraliser les JSON schémas et générer tout ce qu'on voulait au travers d'API, au travers euh, de front-end. Je me suis aussi amusé tout à l'heure à faire, donc là ça a pris 2 heures parce que je suis pas très très fort en Apex, mais voilà, un JSON Schema Validator grâce à Apex. Donc là j'ai également, euh, donc ça c'est Apex, hein, ici voilà l'envers du décor. Et cette application elle me permet très facilement de prendre euh, des schémas de JSON et d'exécuter du code pour valider, donc qui va s'appuyer sur tout ce qu'on vient de voir auparavant. Là, on est sur celui qui existe dans la base. Donc là, hop, je vais quitter la page et la recharger. Et donc, si je commence à taper, donc là, on voit en bas de l'écran que le schéma, il est pas valide, enfin, le document n'est pas valide par rapport au schéma. Quelles sont les erreurs et des champs qui sont requis? Donc, si je les rajoute, etc., en fait, je vais pouvoir valider rapidement mon document. Voilà. Je ne vais pas le faire pour raison de temps, et je vous mettrai aussi, donc, je ferai un export de l'application Apex pour que vous puissiez la voir aussi et vous entraîner. Voilà, donc on a couvert pas mal de sujets, pas mal de fonctionnalités extrêmement intéressantes de mon point de vue en tout cas de développeur. Un outil et tout ça de dispo.